Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ekaterina Ivanovna vivait seule dans un appartement modeste et légèrement défraîchi du quartier Petrogradsky à Saint-Pétersbourg. La ville, avec ses canaux gelés en hiver et ses avenues bordées d'arbres séculaires, semblait presque figée dans le temps, comme un souvenir fragile d'une époque révolue. À des centaines de kilomètres de là, Moscou vibrait sous les néons et l'agitation incessante. Mais ici, à Saint-Pétersbourg, on pouvait encore entendre, si on tendait l'oreille, le murmure des secrets des siècles passés. L'appartement d'Ekaterina, situé au dernier étage d'un vieil immeuble en briques rouges, était à son image, simple, austère, mais rempli d'objets ayant appartenu à sa famille. Quelques tableaux hérités de sa grand-mère, un vieux samovar posé sur la table de la cuisine, une bibliothèque bien fournie avec des romans russes classiques usés par le temps. Pourtant, malgré tout ce passé autour d'elle, Ekaterina ressentait un vide profond. Elle était seule. Il y a plusieurs années, un drame avait fracturé sa vie. Une dispute amère et définitive avec sa propre mère, Natalia Sergeyevna. Une histoire de rancunes anciennes, d'espoirs déçus, et de paroles trop dures pour être oubliées. Depuis ce jour-là, elle ne parlait plus jamais de cette fracture, ni à ses proches ni à elle-même. Le silence était devenu son refuge, et la solitude, sa compagne. Dans cette absence familiale, la seule présence qui avait tenu bon, avec une constance presque obstinée, avait été celle de sa belle-mère, Inaïda Alexandrovna. Femme d'une autre génération, née dans une Russie soviétique rigide et fière, Inaïda avait une personnalité imposante, presque intimidante. Elle était grande, avec des traits marqués, des yeux perçants couleur acier, et une voix ferme qui ne laissait guère place à la contestation. Entre elles, la relation n'avait jamais été simple. Zinaïda voyait en Ekaterina une étrangère dans la famille, une femme trop douce, trop fragile, qui ne pouvait comprendre ni les silences ni les traditions qu'elle chérissait. Ekaterina, de son côté, voyait en Zinaïda une femme dure, pleine d'arrogance, dont la présence suffisait à perturber sa paix intérieure. Pourtant, malgré leurs différences et leurs querelles récurrentes, Inaïda avait été la seule à ne jamais la laisser tomber, surtout pendant les années difficiles qui avaient suivi la mort de Léonide. Léonide, son mari, était parti il y a 5 ans, laissant derrière lui un vide immense. Sa mort avait été brutale, un accident qui avait brisé toute la famille. Depuis, Inaïda, malgré son caractère sévère, avait accueilli Ekaterina chez elle, l'aidant à affronter ce deuil avec une certaine dignité. Ekaterina avait pris soin d'elle ces derniers mois, lorsque la maladie l'avait rendue faible et fragile, mais elle n'avait jamais réussi à franchir pleinement le mur invisible entre elles. Le matin du 3e jour après la mort de Zinaïda, dans le silence pesant de l'appartement encore chargé de souvenirs, Ekaterina s'était mise à ranger, comme pour conjurer l'angoisse. Chaque objet semblait raconter une histoire, chaque meuble gardait la trace de cette femme qu'elle connaissait pourtant si peu. Alors qu'elle ouvrait la vieille commode en bois massif, un meuble massif qu'on aurait cru sorti d'une maison bourgeoise d'avant la Révolution, elle découvrit un petit tiroir caché, presque invisible. La curiosité prit le dessus. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée reposait, le papier jaunâtre cassant sous le pli des années. Le seau de cire rouge, intact, portait un symbole familial ancien. Sur l'enveloppe, en lettres fines et élégantes, était inscrit son nom, Ekaterina Ivanovna. Hésitante, presque tremblante, elle brisa le seau. Une odeur de papier ancien et de temps figé s'échappa doucement. Elle déplia la lettre avec précaution. La première phrase la frappa comme un coup de tonnerre dans un ciel calme. « Ma chère Ekaterina ». Elle lut la suite, chaque mot pesant lourdement sur son cœur. « Je sais que, depuis des années, nous avons porté en nous une distance qu'aucun de nous n'a jamais voulu. Tu m'as toujours vue comme une intruse, une femme avec des secrets, et je sais qu'il a été difficile pour toi de m'accepter pleinement. Mais il y a des choses que tu ignores, des choses que tu ne comprendras peut-être qu'après ma mort. » Ekaterina sentit ses mains devenir moites. Les souvenirs de leur dispute, les regards froids, la solitude imposée, tout se mélangeait en elle. Elle continua de lire, suspendue à chaque mot. « Je n'ai jamais voulu que tu portes le poids de cette vérité, mais maintenant, il est temps que tu saches. Léonide n'était pas celui que tu croyais qu'il était. Il n'était pas le fils parfait que tu vois en lui. Il y a des décennies, avant de te rencontrer, il a commis des erreurs terribles et je n'ai jamais voulu que tu en sois informé. » Ekaterina sentit son souffle se couper. Il a eu une liaison avec une femme nommée Anastasia, et il a eu un enfant, un fils, un garçon du nom de Nikita.
Ce garçon. C'est ton frère. Ekaterina se figea, le souffle court, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, comme si chaque battement résonnait contre les murs silencieux de l'appartement. Ces mots, Nikita, un frère, un secret longtemps enfoui, faisaient vaciller toutes ses certitudes. Elle n'avait jamais entendu parler de ce Nikita. Jamais. Léonide, son mari, avait peint son enfance comme un tableau idyllique, sans aucune ombre, une enfance faite de souvenirs heureux et simples. Elle se rappelait ses récits, légers, parfois nostalgiques, toujours empreints d'une certaine tendresse quand il évoquait sa mère, Inaïda, mais jamais une mention, un mot sur ce frère inconnu, sur cette liaison mystérieuse. Pourquoi alors cette vérité, cachée si longtemps, surgissait-elle maintenant, par la main même de celle qui avait toujours été, paradoxalement, la plus dure et la plus distante de toutes? Pourquoi Inaïda lui avait-elle dissimulé ce secret, même dans les moments où elles avaient partagé leur silence? Était-ce pour la protéger, comme elle le disait? Ou avait-elle elle-même été piégée par la peur, par la honte, par des douleurs trop anciennes pour être dévoilées? Les mots s'enchaînaient, implacables, comme une pluie glacée qu'on ne peut arrêter. Malgré la tourmente, Ekaterina sentit la nécessité de continuer, de lire jusqu'au bout, même si chaque ligne déchirait un peu plus son cœur. Ce garçon, Nikita, est vivant, Ekaterina. Il vit à Moscou, il est maintenant un jeune homme adulte. Et il cherche sa famille, il cherche à savoir la vérité. C'est à toi, ma chère, qu'il reviendra pour comprendre ce qui s'est passé. La mention de Moscou fit naître une image floue dans son esprit, une grande ville animée, un lieu de promesses et de dangers, un monde qu'elle avait fui toute sa vie. Et ce Nikita, ce frère dont elle ignorait l'existence, était là-bas, quelque part, un jeune homme dont elle ne savait rien, mais qui portait le même sang, le même nom, même si tout cela lui semblait irréel. Je n'ai jamais voulu t'impliquer dans cela. J'ai pris la décision de garder le secret, de protéger Léonide et notre famille. Mais à présent, il est temps de faire face à la vérité. S'il te plaît, trouve-le, parle-lui, et peut-être qu'un jour, tu pourras me pardonner. Les dernières lignes étaient tremblantes, comme si Zinaïda, dans cette confession tardive, avait libéré tout le poids de sa conscience, avec une douceur qu'elle n'avait jamais montrée de son vivant. Ekaterina sentit le monde vaciller autour d'elle. Le papier froissé serré dans ses mains, elle se leva précipitamment, se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville endormie. Le ciel d'un gris perle semblait refléter l'orage qui grondait en elle. Tout ce qu'elle avait construit, sa vie, ses souvenirs, ses certitudes étaient en train de s'effondrer, laissant place à une vérité brute et déroutante. Un frère. Un enfant caché. Une part inconnue de son histoire familiale, étouffée dans le silence pendant des décennies. Et pourquoi maintenant, alors que tout semblait derrière elle? Pourquoi ce secret, gardé jalousement, n'avait-il pas été révélé de son vivant par Zinaïda? Était-ce la peur de détruire ce qui restait de la famille? Ou y avait-il des choses encore plus sombres, encore plus complexes, qu'elle n'était pas prête à affronter? La pensée de Nikita la hantait déjà. Qui était-il vraiment? Quelles blessures portait-il? Pourquoi cherchait-il la vérité? Et surtout, qu'allait-elle faire maintenant, avec cette révélation qui changeait tout? Les murs de l'appartement semblaient se refermer sur elle, mais dans ce silence, Ekaterina sentit naître une résolution. Il fallait qu'elle trouve Nikita. Il fallait qu'elle comprenne, qu'elle éclaire ce passé caché, même si la lumière risquait de brûler tout ce qu'elle avait connu. Quelques jours plus tard, Ekaterina monta à bord d'un train en direction de Moscou. Elle voyageait seule, emmitouflée dans son manteau gris malgré la chaleur étouffante de l'été qui s'élevait déjà sur les plaines russes. À travers la vitre, les paysages défilaient, champs infinis, villages éparpillés, forêts sombres et silencieuses. Mais en elle, rien ne défilait. Tout était suspendu. Le bruit régulier du train n'arrivait pas à calmer le tumulte de ses pensées. Le cœur serré, elle se demandait ce qu'elle espérait vraiment. Trouver un semblant de vérité? Apaiser une conscience qui n'était pas la sienne? Ou offrir à un jeune homme, inconnu jusqu'alors, la reconnaissance qu'on lui avait toujours refusée? Elle n'en savait rien. Elle n'avait aucun plan, aucune certitude, juste une impulsion puissante, celle d'aller à la rencontre de cette histoire incomplète, et peut-être de se reconstruire à travers elle. À Moscou, la ville la submergea dès son arrivée. Le vacarme, les immeubles trop hauts, les visages pressés, tout lui semblait étranger, trop rapide, trop vaste. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis des années. Elle tenait entre ses mains l'adresse griffonnée dans la lettre de Zinaïda, comme un talisman.
Le quartier n'était pas celui qu'elle imaginait. Ce n'était ni un endroit misérable, ni luxueux. C'était un de ces quartiers oubliés, entre deux mondes, où les vieilles barres d'immeubles soviétiques cohabitent avec les tours de verre. Après des heures d'hésitation, de recherche, de regards jetés à des passants sans oser leur parler, elle finit par se tenir devant une porte vieillie, au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. Le cœur battant, elle frappa. Il ouvrit. Nikita. Un jeune homme au visage fermé, au regard intense. Il avait les traits de Léonide, le front, le menton, cette manière de froncer les sourcils quand il observait quelqu'un, mais tout en lui trahissait une vie différente. Une vie sans protection, sans privilèges, sans mensonges confortables. Il portait cette dureté qu'on acquiert à force de se heurter à l'absence et au silence. Ekaterina resta un moment sans voix. Il la dévisageait avec méfiance, presque sur la défensive. Elle s'efforça de parler d'une voix calme. Elle se présenta, évoqua la lettre de Zinaïda, le nom de Léonide. Elle s'attendait à une réaction vive, à de la colère ou du rejet. Mais Nikita resta immobile. Tout sembla se figer dans l'air autour d'eux, comme si même le temps avait retenu son souffle. Il l'invita finalement à entrer, sans un mot. Le silence était lourd, presque étouffant. L'appartement était modeste, propre mais dépouillé. Quelques livres, un vieux canapé, une photo d'enfance posée sur une étagère. Les jours qui suivirent furent faits d'attentes maladroites et de silences brisés par des fragments de phrases. Nikita parlait peu, mais écoutait intensément. Et Katrina découvrait à chaque regard, à chaque geste, la profondeur de ses blessures. Il n'était pas simplement en colère, il était écorché par l'indifférence, par cette sensation d'avoir été effacé avant même d'avoir pu exister. « Je n'ai jamais voulu être un secret, lui dit-il un soir, alors qu'il partageait un thé tiède dans la cuisine. Mais maintenant, j'ai l'impression de découvrir une partie de ma vie que je ne savais même pas manquer. » Ces mots la transpercèrent. Elle comprit alors que ce n'était pas la vérité brute qui l'attendait, mais un geste de reconnaissance. Le simple fait qu'on le voie, qu'on le nomme, qu'on lui dise enfin qu'il avait eu le droit d'exister. Peu à peu, ils commencèrent à s'apprivoiser. Non pas comme frères et sœurs, ce lien leur paraissait trop abstrait, trop abrupt pour s'imposer d'un coup. Mais comme deux êtres blessés par le même mensonge, tentant d'en sortir ensemble. Ils riaient parfois, timidement. Ils évoquaient Léonide, chacun avec sa propre version, ses souvenirs éclatés. Et Katrina racontait les silences, les absences de son mari qu'elle comprenait désormais autrement. Nikita parlait de cette femme qu'il avait élevée sans jamais lui dire qui était son père, de cette quête incessante d'une vérité qui lui échappait toujours. Un soir, ils restèrent longtemps à parler, jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir. Et Katrina le regarda et murmura, la gorge nouée. « Je ne peux pas te rendre ton passé. Mais je peux t'offrir ce présent, si tu veux bien de moi. » Il ne répondit pas tout de suite. Mais il hocha la tête, lentement. Et ce geste, simple, ouvrit en elle quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. L'histoire de Zinaïda, de Léonide, et des blessures transmises comme des héritages empoisonnés, avait laissé des traces profondes. Mais dans cette petite cuisine, au cœur de Moscou, quelque chose d'infime et de précieux était en train de naître, une réconciliation. Un chemin, encore incertain, vers une autre forme de famille. Parce qu'au fond, peut-être que la famille n'était pas faite seulement de sang et de vérité, mais aussi de pardon, de regards sincères, et de la volonté de reconstruire, même sur les ruines. Le retour à la maison fut à la fois plus calme et plus brutal qu'elle ne l'avait imaginé. Dans le train qui la ramenait vers sa ville, Ekaterina fixait le paysage sans vraiment le voir. Quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas seulement la fatigue ou la tension accumulée durant ces derniers jours, c'était plus profond. Une mue silencieuse, invisible, mais irréversible. La maison, à son arrivée, semblait figée dans un temps qu'elle ne reconnaissait plus. Les murs familiers, les meubles, les photos de famille, tout lui semblait soudain trop lisse, trop poli. Comme si cette demeure, dans laquelle elle avait cru bâtir une vie honnête et solide, n'était en réalité qu'un théâtre, un décor où le silence avait masqué les vérités les plus douloureuses. Léonide n'était pas là. Il était en voyage professionnel, comme souvent. Elle avait toujours accepté ses absences avec compréhension, parfois avec résignation, mais désormais, elle lui paraissait suspecte, presque menaçante. Que d'autres secrets pouvait-il encore cacher? Que représentait-il vraiment, cet homme avec qui elle avait partagé tant d'années?
Elle ne le haïssait pas, non. Mais quelque chose en elle s'était déchiré à jamais. La confiance aveugle avait disparu. Dans le bureau de Léonide, elle retrouva un album de photos, soigneusement rangé. Elle s'assit et le feuilleta, observant les sourires figés, les vacances en bord de mer, les anniversaires d'enfance de leur fille, les dîners entre amis. Tout paraissait parfait, mais elle voyait désormais ce que ces images ne disaient pas. L'absence de Nikita. El omisión volontaire. Et surtout, la complicité silencieuse entre Léonide et Zinaïda. Elle se souvint de cette phrase que Nikita avait dite, la veille de son départ. « Je ne leur en veux pas seulement pour m'avoir oublié. Je leur en veux pour m'avoir dénié. » Ces mots résonnaient maintenant dans chaque recoin de la maison. Le soir, elle s'installa devant une lettre qu'elle avait commencé à écrire dans le train. Elle y parlait à Léonide, non comme une épouse aimante, mais comme une femme lucide. Elle ne l'accusait pas. Elle ne criait pas sa colère. Elle exposait les faits, les silences, les conséquences. Elle écrivait avec une froideur douce, celle des vérités qu'on ne peut plus contourner. Tu m'as privé de la possibilité de choisir. Tu m'as placé dans le rôle de complice malgré moi. Et cela, Léonide, je ne pourrai jamais l'oublier. Mais ce que je vais faire maintenant, je le fais non pas contre toi, mais pour lui. Pour Nikita. Pour moi. Pour nous tous. Elle ne savait pas encore si elle allait envoyer cette lettre. Mais elle savait qu'elle n'était plus la même femme. Dans les semaines qui suivirent, Ekaterina resta en contact avec Nikita. Ils s'envoyaient des messages, de plus en plus personnels, parfois même légers. Il lui parlait de ses lectures, de son travail dans une petite maison d'édition, de ses doutes sur l'avenir. Elle lui parlait de ses filles, de ses souvenirs d'enfance à elle, de son jardin qu'elle essayait de ne pas laisser mourir. Petit à petit, sans s'en rendre compte, elle construisait un pont. Une autre forme de lien. Non pas une réparation, car certaines choses ne se réparent pas, mais une forme de présence. Un début. Et puis, un jour, Nikita lui écrivit. « Je ne sais pas où je vais avec tout ça. Mais je suis content que tu sois venu. Parce que maintenant, je ne suis plus seule. » Ce simple message la fit pleurer. Elle comprit alors que, malgré la douleur, malgré les trahisons, elle avait accompli quelque chose d'essentiel. Elle avait ouvert une brèche dans le mur du passé. Et dans cette brèche, quelque chose de vivant poussait. Fragile, incertain. Mais vivant. Ce voyage, elle ne l'avait pas fait pour régler des comptes. Elle l'avait fait pour écouter, pour comprendre. Et ce faisant, elle s'était trouvée, elle aussi. Car parfois, la vérité ne nous détruit pas. Elle nous oblige simplement à grandir. Léonide rentra 3 jours plus tard, une valise à la main, le visage marqué par la fatigue du voyage. Il n'y avait dans son regard rien d'inhabituel. Il souriait, comme toujours, prêt à poser une main légère sur l'épaule d'Ekaterina, à échanger quelques mots anodins sur l'aéroport, la météo, le café mauvais de l'hôtel. Mais ce soir-là, elle ne répondit pas à son sourire. Elle l'attendait dans le salon, droite, les mains croisées sur ses genoux, un dossier sur la table devant elle. « Tu es rentrée », dit-elle simplement. « Oui. Tu as l'air sérieuse. Tout va bien ?» Elle leva les yeux vers lui. Il comprit aussitôt. Quelque chose avait changé. Son regard n'était pas celui d'une épouse inquiète, mais d'une femme éveillée, réveillée d'un long sommeil. « Je suis allée à Moscou », dit-elle. Léonide resta figé. Un court instant. À peine une seconde. Mais c'était suffisant. Il ne demanda pas pourquoi. Il savait. « Tu l'as trouvé ?» demanda-t-il dans un souffle. Elle hocha lentement la tête. « Oui. Je l'ai trouvé. Je lui ai parlé. Il m'a écouté. Mieux que toi, peut-être. » Léonide détourna le regard. Il déposa sa valise, s'approcha, mais elle recula légèrement. Ce simple geste, discret, fut un coup de tonnerre entre eux. « Tu me has menti, Léonide. » Pendant toutes ces années, tu m'as parlé de ton enfance comme d'un conte de fées. Tu as effacé un être humain. Un enfant. Ton fils. Il soupira, s'assit lourdement sur le fauteuil face à elle. Son visage s'assombrit. Ce n'était pas aussi simple, Katia. Ne m'appelle pas comme ça. Il baissa les yeux. Elle continua, d'une voix plus ferme, plus assurée qu'il ne l'avait jamais entendue. Tu sais ce qui est le plus douloureux ? Ce n'est pas le fait que tu aies eu un enfant avant moi.
Ce n'est même pas que Zinaïda ait choisi de me cacher la vérité. C'est que toi, tu n'as rien dit. Que tu m'as regardé chaque jour, pendant 20 ans, en me laissant croire que ta famille commençait avec moi. Tu m'as volé la possibilité de décider qui j'étais dans cette histoire. Léonide passa une main sur son visage, visiblement ébranlé. J'étais jeune. C'était une erreur. J'étais perdu. Zinaïda pensait que... Ne me parle pas de ce que Zinaïda pensait. Elle a eu le courage de m'écrire. Pas toi. Silence. Tu veux savoir ce que j'ai vu dans les yeux de Nikita? Demanda-t-elle après un moment. De la dignité. Malgré tout. Malgré l'abandon, les silences, le rejet. Il ne t'en veut pas pour avoir été jeune. Il t'en veut pour avoir disparu. Léonide hocha la tête lentement, le regard noyé dans le vide. Je ne savais pas comment revenir vers lui, murmura-t-il. J'avais honte. Et puis les années sont passées. Et tu t'es caché derrière les années, comme si le temps effaçait les fautes. Il ne les efface pas, Léonide. Il les rend plus lourdes. Un long silence se installa. Aucun mot ne pouvait réparer cela. Il n'y avait pas de raccourci vers la rédemption, seulement un sentier étroit, incertain, qu'il fallait avoir le courage d'emprunter. Tu vas devoir lui parler, dit-elle enfin. Pas pour moi. Pas pour toi. Pour lui. Et si tu refuses, alors au moins, aie le courage de le dire. Léonide releva les yeux vers elle. Pour la première fois, il parut vieux. Non pas physiquement, mais intérieurement, usé par ce qu'il avait nié pendant trop longtemps. « Est-ce que tu me quittes ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Ekaterina le regarda longuement. Je ne sais pas encore. Mais je ne peux plus vivre dans une maison construite sur le silence. Il faut tout reconstruire. Ou tout laisser derrière. Elle se leva, le dossier toujours sur la table, contenant la lettre de Zinaïda, quelques photos de Nikita, et une page blanche sur laquelle elle avait simplement écrit « Il est temps ». Puis elle quitta la pièce, laissant Léonide seul face à ce qu'il avait fui trop longtemps, la vérité. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le retour d'Ekaterina. Léonide n'avait presque pas dormi. Chaque nuit, il se levait, marchait dans le salon en silence, s'arrêtant devant la lettre de Zinaïda qu'il relisait inlassablement. Il avait évité les questions de ses filles, s'était réfugié dans un mutisme douloureux. Mais ce matin-là, sans un mot, il prit le train pour Moscou. Il n'avait pas prévenu Nikita. Il n'était même pas sûr qu'il serait là. Mais il savait où aller. Le petit immeuble gris, aux fenêtres délavées, semblait figé dans le temps. Léonide monta les marches lentement, comme s'il portait le poids de ses 28 ans d'absence sur le dos. Il frappa. Long silence. Puis la porte s'ouvrit. Nikita resta immobile sur le seuil. Il n'avait pas changé, même regard sombre, même mâchoire serrée, mais dans ses yeux, quelque chose d'indéchiffrable. Ni haine, ni chaleur. Juste l'attente. « Bonjour, » dit Léonide. « Je suis venu te parler. » Un silence. « Tu veux un café ?» dit Nikita, d'un ton neutre. Léonide cligna des yeux, surpris. Il acquiesca. À l'intérieur, l'appartement était simple, propre, mais sans chaleur. Quelques livres, une guitare contre un mur, une photo usée sur une étagère. Zinaïda, jeune, tenant un enfant par la main. Nikita. Le café fumait entre eux, mais aucun ne le touchait. « J'ai mis trop de temps, » dit Léonide. « Je sais. » Nikita haussa les épaules. « C'est pas ça le problème. »« Alors quoi ? Tu as choisi de m'oublier. Et tu l'as bien fait. Je ne t'ai jamais vu, jamais entendu, jamais lu une ligne de toi. Tu n'as même pas envoyé une carte pour mon anniversaire. Tu n'étais pas absent. » Tu étais inexistant. Léonide serra la mâchoire, incapable de répondre. « Tu sais, » dit Nikita, « j'ai appris très jeune que j'étais de trop. » Un enfant du silence. Quand les autres parlaient de leur père, je restais muet. Pas par honte. Par absence. Par vide. Léonide ferma les yeux. J'ai eu peur. Je me suis caché derrière la peur, puis derrière le confort de l'oubli. J'ai été lâche. Je ne cherche pas ton pardon, Nikita. Mais je suis là. Maintenant. Et je te dois tout. Tout. Répéta Nikita avec amertume. Tu ne peux pas me rendre mon enfance.
ni l'homme que j'aurais pu devenir si j'avais su que j'étais digne d'être aimé. Silence. Mais, poursuivit Nikita, il y a une chose que je peux faire maintenant, te regarder en face. Et décider, moi, quel genre d'homme je veux être. Il s'approcha lentement, tendit une enveloppe. Dedans, une photo, lui, à 8 ans, souriant timidement dans un parc. Voilà celui que tu as laissé derrière toi. Ce gamin-là, je l'ai protégé autant que j'ai pu. Léonide prit la photo avec émotion. Ses mains tremblaient. Est-ce que je peux apprendre à te connaître? Demanda-t-il. À ton rythme. Comme tu veux. Nikita le regarda longement. Peut-être. Mais pas comme un père. Pas encore. Peut-être comme un étranger qui mérite une deuxième chance. Léonide acquiesça, les yeux embués. Et pour la première fois, un frémissement de paix passa entre eux. Fragile, incertain, mais réel. Et Katrina avait attendu le bon moment. Elle avait pensé, repensé, préparé chaque mot. Mais rien ne pouvait vraiment préparer ces deux filles, Anna et Paulina, à ce qu'elles allaient entendre ce soir-là. Elles étaient réunies dans le salon familial, autour du vieux samovar qui avait toujours réchauffé leur soirée d'hiver. Léonide, silencieux, gardait les yeux fixés sur sa tasse. Il ne parlait pas encore. C'était Ekaterina qui avait pris la parole. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Une vérité que votre grand-mère a tenue secrète toute sa vie, et que nous venons seulement de découvrir. Anna, Eleaine, fronca les sourcils. Paulina, plus jeune, s'agita nerveusement sur le canapé. Il s'appelle Nikita, dit Ekaterina, la voix douce mais ferme. Il a 28 ans. Et, c'est votre demi-frère. Un silence glacial se abattit. Quoi? Souffla Anna. Paulina écarquilla les yeux, comme si elle n'avait pas compris. Papa. Dit-elle enfin. C'est vrai? Léonide leva lentement les yeux vers elle. Il hocha la tête, une expression de honte mêlée de fatigue sur le visage. Avant de rencontrer votre mère, il y a eu une autre histoire. Une erreur. Un abandon. Et je n'ai pas eu le courage de réparer. Anna se leva brusquement. Tu veux dire que tu as un fils, et que tu ne nous en as jamais parlé? Que grand-mère le savait, qu'elle nous a regardés grandir, sans rien dire. Elle pensait nous protéger, répondit Ekaterina doucement. Protéger cette image parfaite qu'on avait de la famille. Mais parfois, le silence détruit plus sûrement que les aveux. Paulina, elle, restait figée, perdue. Il ressemble à papa? Demanda-t-elle, presque à voix basse. Oui, murmura Ekaterina. Mais il a dans le regard quelque chose que Léonide n'a jamais porté. La solitude. Anna tourna les talons et quitta la pièce sans un mot. Paulina, les yeux brillants, se leva à son tour. Est-ce qu'il sait qu'on existe? Oui, répondit Léonide. Il sait maintenant. Et, il veut apprendre à nous connaître. Mais il ne s'imposera pas. Ce sera votre choix. Paulina resta un moment silencieuse. Puis elle s'approcha de son père et lui dit. Je ne sais pas encore ce que je ressens. Mais j'aimerais le rencontrer. Pour comprendre. Pour voir dans ses yeux ce que tu nous as caché. Léonide ne put que hocher la tête, les larmes montant aux yeux. Quelques heures plus tard, Anna revint. Elle s'approcha d'Ekaterina et lui demanda froidement. Est-ce qu'il souffre? Oui, répondit Ekaterina. Mais il ne cherche pas à vous prendre quoi que ce soit. Il cherche seulement à ne plus être invisible. Anna détourna le regard, mais son ton s'était radouci. Alors je le rencontrerai. Mais pas pour lui. Pour moi. Pour comprendre ce que ça signifie d'être sa sœur. Ou pas. Et ainsi, dans la douleur, le choc, mais aussi l'humanité, la famille commença à se redéfinir. Non plus autour du mensonge et du silence, mais autour du courage de se regarder en face. C'était un dimanche froid de décembre. Moscou portait son manteau de neige, et le vent cinglait les visages. Dans un petit café discret à la façade vieillotte, Ekaterina attendait, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé. À côté d'elle, Paulina jetait des coups d'œil nerveux vers la porte. Anna, elle, semblait figée, raide dans son manteau noir, les bras croisés, comme une armure contre les émotions. La porte s'ouvrit. Nikita entra. Il portait une veste usée, une écharpe trop fine pour la saison.
Mais ce n'était pas son apparence qui frappait les filles, c'était son regard. Le même que leur père. Mais alourdi par les années d'abandon. Il s'approcha lentement. Ekaterina se leva. Nikita. Voici Anna et Paulina. Il les regarda sans rien dire, comme s'il mémorisait chaque détail. Puis il souffla. Merci d'être venu. Silence. Paulina baissa les yeux. Anna le regardait droit dans les yeux, presque défiante. Je ne sais pas quoi te dire, lança cette dernière. On a grandi sans savoir que tu existais. Alors, je vais être honnête, je suis en colère. Nikita hocha la tete. Tu as le droit. Moi aussi, je l'ai été. Paulina prit la parole, timidement. Tu as toujours vécu à Moscou? Pas toujours. Orphelinat, famille d'accueil, puis seule, très tôt. J'ai fait des petits boulots. J'ai étudié un peu. J'ai attendu, sans trop savoir quoi. Un silence pesant suivit ces mots. Puis Paulina se redressa. Tu ressembles à papa, dit-elle doucement. Mais pas seulement physiquement. Je l'ai cherché, répondit Nikita. Je suis passé devant sa maison une fois. J'ai vu les lumières, les rires. J'ai compris que je n'avais pas ma place. Anna s'étendit. Peut-être que ce n'était pas à toi de décider. Peut-être que c'était à lui de t'ouvrir la porte. Nikita eut un sourire triste. Je n'attendais pas qu'on m'aime. Juste kuon me reconnaisse. Ces mots tombèrent comme des pierres sur la table. Alors, Ekaterina tendit la main, posant doucement ses doigts sur ceux de Nikita. Tu es là maintenant. Et tu n'es plus seule. Anna détourna le regard, les yeux embués. Paulina, elle, tendit la main à son tour. Je ne sais pas si je peux t'appeler frère, Nikita. Mais je veux apprendre à te connaître. Il la regarda, surpris, presque ému. Ce serait déjà beaucoup. Anna finit par souffler. On n'a pas choisi ce passé. Mais peut-être qu'on peut choisir ce qu'on en fait. Et à ce moment précis, dans ce vieux café de Moscou, 3 vies éparpillées commencèrent, lentement, douloureusement, à se recoudre. Non pas dans l'oubli du passé, mais dans la reconnaissance de ses blessures.